m'appelle David, je travaille chez Mozilla. Il paraît qu'il faut que je présente mon profil, donc je suis passé par Normal-Sup, j'ai été chercheur dans le public, je suis passé en start-up. Comme la plupart des start-up, elle fait... La troisième fois qu'elle a fait ça, je suis parti. Et je suis Mozilla depuis quelques années. Je travaille dans un certain nombre d'équipes chez Mozilla, mais depuis à peu près 2 ans, je suis dans l'équipe SpiderMonkey, donc l'équipe qui a conçu JavaScript il y a... Oulala, j'étais pas né. Non, je devais être en couche à cette époque. C'est dire si les gens dans le public étaient très jeunes. Et qui continue à bosser sur les améliorations de JavaScript. Du coup, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle LinaSD. Comme le sous-titre l'indique, OR, ça fait bien, je n'ai pas du tout salué mes transparents qui étaient en anglais dans le truc. Et donc il s'agit d'accélérer le chargement de JavaScript. C'est un projet en cours, David Cafer, c'est moi, vous pouvez m'appeler Yorin aussi, tout à fait. Je suis tech lead là-dessus, c'est un projet qui est plutôt R&D que développement, puisqu'on n'a pas encore fini de faire les specs. Et c'est un projet joint donc, entre Mozilla, Facebook, Bloomberg et Cloudflare. Donc, je vais vous dire un truc qui va vachement vous surprendre. Sur le web, la vitesse, ça compte. La grosse révélation. Bon. Par curiosité, combien d'entre vous bossent ou ont bossé récemment sur des applications web? Combien d'entre vous sont capables de me dire combien de temps il faut pour que l'application charge? Non, combien de temps pour que votre application charge? Est-ce que vous avez vérifié? Là, il y en a qui vérifient, il y en a qui ne vérifient pas. C'est pas un péché de ne pas le faire, mais je vais vous expliquer pourquoi vous avez intérêt à vérifier si vous ne le faites pas. C'est que Google, maintenant, ça s'appelle toujours double-clic, mais ça appartient à Google depuis quelques années, a fait une étude il y a quelques années sur la vitesse de chargement. Donc, 3 secondes, 53% des gens ont déjà abandonné. Alors, des chiffres, il y en a plein comme ça. Je ne sais pas, vous êtes peut-être familier avec les chiffres de Microsoft sur l'interactivité, le nombre de millisecondes avant que les gens aient l'impression que quelque chose est cassé. Mais là, donc, on a 53% des gens qui ont juste abandonné. Étrangement, c'est pas forcément génial pour le site en question. Adi Osmani, je ne sais plus ce qu'il disait à cette époque-là, maintenant il bosse chez Google, il a fait une autre étude sur plein de choses. Je vous donne juste un des chiffres. C'est que le time to interactive des pages web, il a vérifié sur les 8000 pages web les plus fréquentes. Je peux plus en quelle classification, c'est 8 secondes sur fixe, 16 secondes sur mobile. On a largement explosé le budget. Je pars du principe que time to interactive est quelque chose que vous êtes peut-être pas tous familiers. Donc c'est une des mesures de vitesse de chargement des pages web. Il y en a plein, c'était celle qui était à la mode au moment où il a fait celle-là. Donc c'est le temps qu'il faut entre le moment où on a fini d'entrer l'adresse et le moment où le premier clic ou la première touche est utilisable par le site web, où il va avoir la première réaction. Donc, encore une fois, on revient au problème. La vitesse est importante parce que sinon les gens ont l'impression que ça ne marche pas et les gens abandonnent. Alors quel est le problème? Il y a plein de trucs qui vont ralentir le chargement d'une page web. Je ne vais pas essayer de résoudre tous les problèmes du monde. Moi, comme on dit dans l'étage au-dessus, je vais prêcher pour mon église, pour mon clocher, pardon. Je vais donc vous parler de la vitesse de chargement de JavaScript. Le problème de JavaScript, c'est qu'il y a du code. Le problème de JavaScript, c'est surtout qu'il y a beaucoup de code. Alors, question, puisque j'essayais de vous culpabiliser déjà sur la vitesse de chargement, je vais essayer de vous culpabiliser sur la quantité de code que télécharge votre application. Est-ce que vous le savez? En général, les gens ne le savent pas. Donc, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas pire que le reste de l'univers. Mais, en pratique, c'est un problème. Parce que le code, c'est long. Le code, c'est lent. Et c'est lent même sur le code qu'on n'utilise pas. Tant qu'il est téléchargé, ça ralentit. Ça va ralentir pour plusieurs raisons, je vais revenir dessus plus en détail. Mais, en particulier, la partie qui m'intéresse, c'est la vitesse du parseur. Donc parser, c'est le moment où on prend le code, qui est une suite de... c'est un texte,
et on le transforme en une structure de données sur laquelle le compilateur, la machine virtuelle JavaScript, va pouvoir commencer à faire ses analyses et après à exécuter. Voilà. Faire ses analyses, compiler bytecode et ensuite exécuter. Donc ça, c'est le temps que dure, grosso modo, le fait de parser 1 méga de JavaScript. Si vous êtes sur un ordinateur rapide, donc ça c'est un MacBook Pro 2017, si mes souvenirs sont bons, 1 méga de JavaScript, c'est rien du tout. Mais vous voyez que ça peut aller assez loin. Ça, c'est des mobiles qui sont encore largement utilisés. Et on passe tout de suite à plus de 6 secondes. On a explosé totalement notre budget de 3 secondes, qui était déjà un pire des cas, puisqu'encore une fois, 3 secondes, c'était 50% des utilisateurs qui parlaient. Du coup, je vais vous faire un petit topo sur le démarrage JavaScript. André m'a dit que je pouvais être technique, donc je vais être technique. Si je ne suis pas assez technique, lancez-moi des chaussettes, pardon. Et si je suis trop technique, posez-moi des questions. Donc voilà, JavaScript, ça démarre comme ça. C'est très simple. JavaScript est un langage qui a la réputation d'être simple, et c'est globalement souvent vrai pour les développeurs. En tout cas, il y a largement pire, disons, pour les développeurs. Pour les gens qui font fonctionner JavaScript, on est tout de suite un peu plus sceptique sur comment fonctionne ce langage. Mais bon, grossièrement, le JavaScript, c'est quoi? On a un serveur qui a du texte. Le code source, c'est du texte sur le serveur. On télécharge, ça arrive sur le navigateur. Surprenant, c'est toujours du texte. Ensuite, quand on a le texte, on peut faire cette analyse, cette étape de parser, l'analyse syntaxique, puis une étape d'analyse statique. C'est un secret, l'un des secrets les mieux cachés du web, mais JavaScript est un langage qui a besoin d'analyse statique. Si vous ne savez pas ce que c'est l'analyse statique, laissez tomber. Si vous savez ce que c'est l'analyse statique, c'est le moment de rigoler. Ça vous donne un AST, donc l'AST c'est une structure de données, je reviendrai bientôt dessus. Cet AST, après on va le compiler en bytecode, toujours de manière transparente pour le développeur, et ce bytecode, on va enfin pouvoir l'exécuter. Là je parle que du démarrage, JavaScript en pratique, pour les trucs qui sont utilisés régulièrement, après ça finit par être compilé vers le code natif, mais depuis quelques années, on est revenu pour le démarrage à un modèle qui ne compile pas vers le code natif parce que c'est beaucoup plus rapide à démarrer. On compile sur le code natif une fois qu'on se rend compte qu'il y a des bouts de code qui sont utilisés plein de fois. Ce qu'on appelle un cheat. Mais ça, c'est pas la partie qui m'intéresse pour cette présentation. Du coup, à partir du moment où on s'est rendu compte que le démarrage, ça coûte, alors on va essayer d'optimiser le démarrage. Donc typiquement, de nos jours, optimiser le démarrage, ça veut dire que sur le serveur, on va unifier ou quelque chose du genre. En tout cas, on va faire quelque chose qui va essayer de réduire la taille du fichier. On va essayer de l'optimiser, peut-être dans d'autres formes en pratique, pour mettre des hacks, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des frameworks ou des outils qui, paraît-il, accélèrent la vitesse de chargement. C'est vrai dans certains cas, c'est pas vrai dans d'autres, mais comme c'est pas quelque chose que le développeur web a la possibilité de maîtriser, puisque c'est quelque chose qui change du côté du navigateur régulièrement, on espère que la version de OptimizeJS ou autre est une version qui correspond avec les optimisations faites par les navigateurs. Il y a des fois où c'est vrai, des fois où ça n'est pas, et pas de chance. Le navigateur, lui, il reçoit quand même à peu près toujours la même chose. Alors le fichier est un peu plus petit, et il y a quelques hacks qui ont été faits dans le fichier pour faire en sorte que le navigateur charge rapidement, essaye d'optimiser certains trucs plutôt que d'autres. Mais après, on a toujours exactement les mêmes opérations qu'avant. Et bien, malgré tout ça, c'est lent. Les statistiques avec 8 secondes et 16 secondes, alors, je n'ai pas vérifié le site, mais il y en avait plein qui pouvaient utiliser ce genre de choses. De nos jours, il y a plein de sites qui utilisent soit ça, soit d'autres outils du même genre. Vous savez certainement ça mieux que moi. Maintenant, si on compare avec quelque chose, disons avec l'idéal de la vitesse de démarrage. L'idéal de la vitesse de démarrage, c'est le code natif. C'est un binaire sous Linux, un point exe sous Windows, je ne sais plus si ça a une extension sur Mac. Un binaire sur Mac. On a un compilateur qui va faire tous les touches du démarrage. Donc il va faire toute l'analyse statique, il va faire le pré-linkage, la compilation, etc. Et il va sortir un fichier binaire. Ce qui n'est même pas tout à fait vrai, puisque du point
point de vue de l'ordinateur, en fait, c'est plein de petits bouts de fichiers binaires. Et l'ordinateur, donc là, pour cet exemple-là, ça s'appelle du .NET, mais c'est franchement un schéma habituel. Quand on lui demande de démarrer, il va regarder le début du fichier. Et il va exécuter le début du fichier. Il va vérifier qu'il y a 2 ou 3 trucs qui sont corrects, mais c'est des trucs qui sont super rapides à vérifier. Et puis il va exécuter le début du fichier. Et puis après, à un moment, le début du fichier va lui faire « Ah tiens, mais tu as besoin d'une fonction qui est là-bas. » On va charger la fonction qui est là-bas. Et ainsi de suite. Et le truc, c'est que, si on regarde la latence là-dedans, c'est quasiment zéro. Il ne s'est quasiment rien passé. Là, c'est le genre de choses qui se comptent en de mémoire microsecondes. Enfin, ça dépend de la vitesse du disque. Si on suit sur un disque parfait, on se souvient, c'est en microsecondes. Si on compare au truc qui est compté en secondes. Donc, idéalement, on aimerait bien quelque chose comme ça. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous parler de compiler JavaScript. Je vais vous parler de compresser d'une manière un petit peu intelligente. C'est là qu'intervient le projet PinaXT. Alors, Pierre-André m'a demandé de faire un petit peu d'historique sur le projet PinaXT. Ça a commencé par une petite boîte dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Facebook, qui avait un petit problème avec son site web, c'est qu'il télécharge beaucoup de mégas JavaScript au démarrage. Le jour où j'ai benchmarké, c'était à peu près 6 mégas au démarrage, et puis 42 mégas en paresseux, derrière. Et ils ont un petit problème, c'est qu'ils saturent un petit peu, et à un moment, ça prend tellement de temps à télécharger qu'ils ne peuvent plus ajouter de fonctionnalités. Facebook a beaucoup ajouté des fonctionnalités. Donc, ils sont arrivés depuis un certain temps au point où ils ajoutent des fonctionnalités au fur et à mesure que l'ordinateur et les réseaux vont de plus en plus vite, mais ils ne peuvent pas en ajouter plus, parce qu'ils savent qu'après, ils perdent des utilisateurs. Donc, ils sont venus nous proposer « Hey, on a une idée géniale pour accélérer le téléchargement. » On a regardé l'idée, on s'est enflé en courant, et on est revenu avec une autre idée. Je ne vous parlerai pas de leur idée, parce que je ne vais pas me faire des idées. Mais notre idée, c'était ça. C'était donc le JavaScript Binary AST. Donc ça parle de JavaScript, tadam, et l'AST, Abstract Syntax Tree, c'était toujours cette même structure de données dont je vous rabâche les oreilles depuis tout à l'heure. Voilà, et puis comme on est gentil, je vous présente Bast. Alors, notre objectif, je vous rappelais, c'est, en tout cas l'un des objectifs, c'était de parser plus vite. Donc de transformer plus vite notre fichier qu'on va recevoir en un AST. Alors pourquoi est-ce que c'est long de parser? C'est long de parser parce que quand on voit le fichier, quand on voit un for par exemple, on ne sait pas si for c'est une boucle, si c'est un nom, soit si ça fait partie d'une chaîne de caractères, si c'est un commentaire. Encore le for n'est pas le plus compliqué. Mais quand même, quand on voit un for, on ne sait pas si c'est un for à 3 arguments, un for in, un for off, qui sont 3 manières différentes de parser. Donc le navigateur, la machine virtuelle va être obligée de deviner un petit peu à gauche à droite, et puis quand elle se trompe, c'est plus lent. Et encore, c'est pas le truc le plus compliqué. Parce que si je joue un slash, qu'est-ce que c'est un slash en JavaScript? A/B, c'est une division. Sauf quand on est au milieu d'une expression régulière. Ou c'est le début d'un commentaire. Dans ce cas-là, ça ne sera pas slash, ça sera slash étoile. De la même manière, une étoile, ça pourrait être le début de la fin d'un commentaire. Bref. Le parseur doit faire plein de trucs pour essayer de comprendre où il en est. Ce qui pose plein de problèmes par modélisation, mais déjà, rien que de base, c'est long. Les chaînes de caractères, c'est horriblement compliqué. La plupart du temps, quand on voit une chaîne de caractères, elle est simple, mais quand on regarde tous les cas pourris, tordus, qui peuvent arriver avec les encodages, les machins individuels, avec le WTF8 et tout ça, on est content de ne pas avoir besoin de le gérer. Sauf mes collègues qui ont besoin de scrutiner ça, les pauvres. Mais le parseur, lui, doit scrutiner ce genre de choses. Si je fais une clôture, donc une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, et qu'elle utilise une variable, ben, je ne peux pas continuer, je ne peux pas faire quoi que ce soit si je ne sais pas d'où vient la variable. Du coup, je me retrouve avec un bout de code qui a besoin d'un autre bout de code, qui, si ça se trouve, sera derrière, puisqu'on peut déclarer les variables à l'envers en JavaScript, c'est un peu langage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut la clôture? Ah, c'est peut-être ce X là, ah non, c'est peut-être ce X là, je ne sais pas, on verra plus tard.
Eval, la 7e merveille du monde, que ce soit la 8e, la 9e, potentiellement on s'en est servi pour faire un XSS et pour remplacer toutes les autres merveilles du monde. Eval, c'est magnifique. Je vous annonce que Eval, en fait, il y en a 4 différents en JavaScript. C'est quelque chose que je ne savais pas avant d'entrer dans cette équipe. J'aurais été très content de ne jamais l'apprendre, mais il y a 4 Eval différents, et savoir lequel des 4 on utilise dépend d'une phase d'analyse statique. Du coup, on a un Eval, on ne sait pas encore ce que signifie le Eval. Sans compter la gestion des erreurs de syntaxe qui nous complique la vie. Bref. Bon, du coup, je vous disais, on aimerait bien accélérer ça. Pour accélérer ça, la première chose qu'on va faire, c'est simplifier les trucs compliqués. Donc, les tokens et les chaînes de caractères, on va les simplifier. Les eval, les erreurs de syntaxe, les clôtures, on va changer le moment auquel on va s'en occuper. Si on prend cette fonction-là, la fonction la plus compliquée du monde, fonction fou, en argument x, et là, il n'y a rien dedans, mais en particulier, il n'y a pas d'éval. Donc c'est une fonction simple. Voici l'AST. Enfin, une représentation possible de l'AST qui correspond à cette fonction. Ceci est une déclaration de fonction. Elle a un nom. Son nom, c'est le nom numéro 0. On a mis le nom quelque part. Est-ce qu'il y a un eval dedans? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un corps de la fonction? On s'en fout, je n'ai pas envie de vous montrer le corps. Du coup, si on regarde ça, dans notre fichier, il faut qu'on mette notre liste des noms. Et puis après, on a 42, parce que je vous annonce que fonction déclaration, c'est le numéro 42. J'en sais rien en fait, je vais vous dire par quel. Le nom, c'est le numéro 0, donc je vais juste marquer 0. Le eval est false, pour false, je vais marquer 0, et ainsi de suite. Donc là, j'ai une liste de noms, et j'ai 3 noms. Ça va être beaucoup plus rapide à lire. Rien qu'avec ce genre de transformation, on gagne 30% sur le total parser et analyse syntaxique. Si on fait ça, on fait un petit peu grossir le fichier. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Mais ce genre de transformation, déjà, ça nous donne un parseur qui est déjà beaucoup plus rapide à écrire, beaucoup plus simple à écrire, et qui est beaucoup plus rapide à s'exécuter. Maintenant, je vous parlais de télécharger plus vite. J'ai mis les choses un peu dans le désordre, c'est pas grave. La minification, c'est bien, sauf quand c'est pas bien, parce qu'en fait, souvent, la minification introduit des transformations qui, effectivement, vont réduire la taille du fichier, mais vont rendre le boulot plus compliqué pour le parseur. Donc, on gagne du temps et de la batterie du côté téléchargement, c'est bien. On perd du temps du côté parseur, c'est moins bien. Donc, si je vous prends quelques extraits de code, qui ne sont pas des éléments, on va dire qu'on fait un log qui est require dans, je ne sais pas quel module, mylogger, et qu'on initialise avec mymodule, et puis on va encore faire d'autres requires, etc. Ça, c'est le genre de choses qu'on trouve dans énormément de code JavaScript de nos jours. Bon, celui-là, c'est plutôt, en plus, c'est du truc côté serveur, mais c'est des motifs assez répétitifs. Le if constants.debug aussi, c'est le genre de choses qu'on trouve dans énormément de code JavaScript ces jours-ci. Sans compter que les logs qui s'appellent log, il y en a plein, et des fonctions de debug, enfin des constants de debug qui s'appellent debug, il y en a plein. Du coup, bon, nous, on a pris quelques gigas de code source JavaScript dans les top, je ne sais plus combien, et on a fait des analyses. Donc, je ne veux pas les chiffres en tête, mais ce qui est clair, c'est que les chaînes de caractères se répètent. Des variables qui s'appellent debug, il y en a plein. Des variables qui s'appellent x, il y en a plein aussi. Et ainsi de suite. Donc tout ça, on peut le mettre dans un dictionnaire qu'on va partager. Je ne cacherai pas qu'en fait, en vérité, Brotli fait déjà ça. Ils ont notamment pris aussi plein de mégas de JavaScript. C'est pour ça que Brotli comprend presque aussi bien JavaScript. De la même manière, il y a des trucs qui se répètent d'une bibliothèque à une autre, qui pourraient être partagés, non seulement à l'intérieur d'un fichier, mais entre plusieurs fichiers. Et le code lui-même a ses motifs. C'est if machin debug, alors je log. C'est le genre de choses qu'on retrouve dans plein de fichiers. Donc, un de nos objectifs ici, malheureusement c'est quelque chose qu'on n'a pas encore terminé, on n'a déjà des résultats corrects, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore terminé, c'est de construire des bibliothèques extraites à partir du code source qu'on trouve vraiment sur le web des bibliothèques, à la fois de noms, de chaînes, etc., et aussi de motifs.
Donc des motifs tels que if debug quelque chose, console.log, console.error, tout ça. Nous avons développé des techniques pour les identifier, pour les factoriser entre plusieurs fichiers. Pour l'instant, c'est trop lent à utiliser, donc on s'en sert pas. Mais à terme, j'aimerais bien qu'on s'en serve. Du coup, ce qu'on arrive déjà à faire avec les dictionnaires de chez Nebion, pour l'instant sans utiliser le dictionnaire de code, mais en faisant un dictionnaire par site web, qui peut être fait statiquement, qui peut être fait dynamiquement éventuellement, ce serait plus long, on arrive à faire, alors sur notre AST, chaque point s'appelle nœud, on arrive à une moyenne de 1,2 bits par nœud, ce qui est beaucoup plus court que si on tape le code source. Si vous tapez function, F-U-N-C-T-I-O-N, 8 octets, 64 bits. Là, on est descendu à 1,2 bits, c'est plus sympa. Et chaque chaîne de caractères ou nom entre 2 et 6 bits. Ouais, cool. On a réduit la taille du fichier. Alors, le problème, c'est que nos concurrents s'appellent Brotli et ils sont vachement bons. L'autre problème, c'est que pour des raisons que je vais vous montrer un peu plus tard, je crois, on met plus de choses dans notre fichier que dans un code source. Donc, on n'est pas en train de se battre contre des gens qui sont bons et qui ont moins de données à compresser. Cela dit, de nos jours, avec la version qu'on est en train de tester actuellement, en gros, en compressant avec BinAST, on a un fichier qui a à peu près la même taille que ce qu'on obtient en minifiant et en outil, sauf que nous, on n'a pas minifié. Donc les noms des variables sont encore dans le fichier. Donc si vous faites ouvrir dans les outils de développement, c'est pas le jour où ça sera fini, si vous faites ouvrir dans les outils de développement, vous reverrez votre code source. Et c'est quelque chose que nous sommes en train d'améliorer. Bon, je vous ai parlé de parser plus vite, je vous ai parlé de télécharger plus vite, même si en vrai, on est resté à peu près au même point. Et maintenant, je vais vous parler de compiler plus vite. Donc, regardons un code qui est relativement dedans, elle va mettre un event listener. Je ne retrouve pas le clic sur un bouton quelconque. Je ne vous cacherai pas que le clic va être exécuté plus tard. Et il y a une grande différence entre quelque chose qui est exécuté tout de suite et quelque chose qui est exécuté plus tard. C'est qu'il y en a un qui est exécuté tout de suite. Issu. Du coup, dans notre fichier, on pourrait, si on avait le bon format, au lieu d'écrire notre clôture ici, l'écrire là. Et bon, c'est pas exactement possible en JavaScript avec la syntaxe habituelle, mais c'est pas une limitation profonde. Après tout, tant qu'on autorise les choses, tant qu'on a un nouveau format, on peut changer l'ordre des trucs. Mais alors, quel est l'avantage de faire ça? L'avantage de faire ça, c'est que ça, comme on l'exécute tout de suite, si on est au début du fichier, on peut le compiler tout de suite, et potentiellement on peut l'exécuter avant d'avoir reçu ça. Ça porte un nom. Donc, ça sera le dernier point, attention. Donc, notre objectif là, c'est de ne parser et de compiler, au moins pour le démarrage, que ce dont on a besoin pour le démarrage. Et potentiellement, donc, de parser, de compiler et d'exécuter pour le démarrage, avant d'avoir reçu les trucs dont on n'a pas besoin pour le démarrage. Et oui, ça s'appelle du streaming. Donc, nous travaillons sur une technique de streaming de JavaScript. Je ne vous promets pas que les trucs que les chiffres que je vais vous donner dans le transparent suivant sont corrects, pour la bonne simple raison que les tests sont encore relativement... c'est des tests en laboratoire, plein de trucs qui sont des simulations, on n'a pas tout codé. Mais, streaming de JavaScript, c'est quand même cool. Donc, en labo, on arrive à diviser encore par 4 le temps nécessaire, c'est en plus des trucs précédents, pour parser le code. Et en plus, on arrive, au moins d'après nos tests, on a fait un truc en complet pour ça, à compiler en parallèle, ce qui fait que la partie compilation ne prend pas de temps, puisque je fais en même temps. Et du coup, c'est chouette comme performance. Quelle que soit la machine ou... Donc sur ma machine.
On a dû tester sur ce truc-là précis, je crois que ça a été testé que sur 2 machines différentes. Donc oui, c'est vrai qu'il y a plein d'inconnus. J'ai bien mis. Alors, oui. On teste des petits bouts de code JavaScript au fur et à mesure que l'utilisateur navigue. J'ai raté le début de la phrase, pardon. Au fur et à mesure que l'utilisateur navigue, il va télécharger des tout petits bouts de code pour remplacer des trous dans le... Alors, l'idée, non. Ça pourrait être ça, mais ça ferait plein de requêtes dans tous les sens. Non, l'idée, c'est de télécharger tout le fichier, mais que le fichier soit mis dans un ordre tel qu'on n'ait besoin que du début pour démarrer. Après, le reste va continuer à se télécharger en tâche de fond. Et pour des raisons techniques, pour l'instant en tout cas, à moins d'avoir vraiment envie de faire des gros changements dans les machines virtuelles, il n'y a qu'un seul point où on peut facilement synchroniser. Mais c'est déjà pas mal puisque c'est le démarrage qu'on peut accélérer. Donc on pourra accélérer le démarrage avec ça. Et après, par contre, pour faire la suite, avant d'avoir reçu le premier événement, il faut qu'on ait fini de compiler. Enfin, de télécharger et de parser. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà une grosse amélioration. En théorie, on pourra aller plus loin, mais on n'en est pas encore. Bon, je ne sais pas où j'en suis, question temps, donc je vais décider qu'il me reste le temps de mettre des conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? On a changé l'ordre dans lequel les choses ont eu. On part toujours d'un code source. Si vous vous souvenez, même dans la première version, le code source, après on l'envoyait directement. Là, on va avoir un codage, mais qui peut très bien faire partie de la toolchain habituelle, qui pourrait remplacer Broti, qui va faire quoi? Qui va commencer par transformer le texte en un AST sur le serveur, qui va lancer tout ce qui est analyse statique sur le serveur, qui va déjà prévenir sur le serveur s'il y a un problème, en tout cas des problèmes qu'on détecte à cette phase-là. Puis, qui va faire l'analyse de ce qu'on peut mettre au début et ce qu'on doit mettre, on peut mettre à la fin ce qu'on doit mettre au début. Au moins dans une première version, il va être très généreux, il va mettre trop de trucs au début, mais on espère qu'au fur et à mesure, on arrivera à raffiner ça. Le jour où on aura déjà ça standardisé, après il y aura plein de gens qui pourront améliorer les algorithmes ici. Du coup ça fait qu'au lieu d'avoir un AST, on se retrouve avec plein d'AST. Donc un AST qui est l'AST de départ, et les AST suivants qu'on va mettre dans le même fichier mais plus loin. Et donc, on va compresser tout ça, et on va avoir ce qu'on appelle des paquets, exactement comme dans le streaming. Donc des paquets de JavaScript. Le premier paquet, ça va être le paquet qui contient tout le code nécessaire au démarrage. Ou je vais un peu diviser en sous-paquets pour des raisons techniques, ça revient en même. Et on va envoyer ces paquets au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on reçoit les paquets, on va pouvoir faire l'analyse, enfin le parsing, l'équivalent du parsing sur ce nouveau format. L'analyse statique, sauf que comme la test de qualité de l'analyse statique a été faite là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est vérifier que l'analyse statique est correcte. Et on peut le faire beaucoup plus rapidement que refaire l'analyse statique en entier. On va compiler, puisqu'on va juste compiler le petit bout dont on a besoin, faire du bytecode code. Et après, on est prêt à exécuter. Pendant qu'on est en train de récupérer comme ça les autres paquets. Ça, c'est chouette. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un résultat, parce que c'est plutôt des conclusions. Mais le bilan, c'est que, à l'heure actuelle, le démarrage de JavaScript est un des goulots d'étranglement. Je ne vais pas prétendre que c'est le seul qui m'intéresse. Mais je suis un peu biaisé, parce que c'est comme ça que j'ai mon argent à la fin du mois. C'est un goulot d'étranglement qu'on peut résoudre. Et la partie importante, c'est qu'on peut le résoudre sans changer le code. Il y a des techniques qui permettent de rendre le code paresseux. Il y a plein d'applications de nos jours qui chargent le code paresseusement. Mais ce chargement de code paresseux, à l'heure actuelle, augmente le temps total de téléchargement. Si on s'est planté en faisant le refactoring paresseux, on a ralenti le démarrage alors qu'on espérait l'accélérer. Et puis, c'est pas parce qu'on l'a accéléré au tenté qu'il va pas y avoir un changement quelque part dans les fonctionnalités de l'application qui font que ça va changer l'ordre dans lequel on doit télécharger les choses. Et du coup, on se retrouve à avoir ralenti les trucs alors qu'on les avait accélérés avant. Parce que c'est pas quelque chose qui est stable. C'est pas quelque chose qui est fait pour être fait à la main. Là, cette solution, l'objectif est de faire entièrement automatiquement. On a un outil qui est en ligne de commande. On prend un fichier JavaScript, on sort un binaire. On sort un fichier bin AST. Et très important, c'est sans changer le langage.
Alors oui, il y a des solutions en changeant le langage JavaScript. Il y a des solutions en remplaçant JavaScript par WebAssembly, certainement. Ce n'est pas notre objectif. Il y a certainement d'autres équipes qui travaillent là-dessus. Je leur souhaite aussi bien du courage. Là, c'est un problème compliqué. Hein. Mais ça n'est pas notre objectif. Et l'un des avantages de tout ça, donc, certes, on a gagné du temps, mais on a aussi fait moins de travail pour l'ordinateur. Qui dit moins de travail pour l'ordinateur, dit moins d'utilisation de batterie. Qui dit moins d'utilisation de batterie, dit Greta Thunberg qui est plus contente. Donc, on est tous contents. Bon, d'accord, pas que Greta. Mais plus sérieusement, on a diminué la consommation de la machine, c'est toujours un bon point. Donc, si vous voulez le code, comme je disais, c'est un travail en cours. La partie serveur se trouve à cet endroit-là. C'est du code Rust pour l'essentiel. La partie cliente est dans Firefox. C'est un peu gros le dépôt de Firefox, mais si vous avez besoin de trouver où c'est, je peux vous aider. Firefox Nike, depuis quelque temps, a une version cachée de l'humanité. C'est caché parce qu'on n'a pas encore fait toutes les tests de sécurité, on n'a pas encore fini les spécifications, c'est pas encore normalisé, on ne veut pas que tout le monde s'en serve, mais les gens qui veulent déjà jouer avec peuvent le faire. C'est transparent, c'est disponible. Et j'espère que ce sera bientôt près de chez vous. Voilà. Je vous remercie. Je voulais savoir quelle est la compatibilité avec les outils de dev. Imaginons si j'utilise Angular, qui a la partie lazy loading. Est-ce que ça rapporte un plus? Actuellement, je ne vais pas prétendre que les choses sont utilisables parce qu'il n'y a que Firefox Nightly, donc la version alpha, qui a ça. On a des préférences on a des directives de compilation qui font que ça n'est que dans la version alpha, et ça fait 1 an et demi que c'est que dans la version alpha. Okay. Donc en pratique, si tu me demandes qu'est-ce que ça existe, la réponse est non. Alors, est-ce que ça peut exister? Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Le lazy loading de Angular, c'est plutôt le lazy loading dont je parlais avant, c'est le genre de choses qui a besoin de faire du refactoring à la main. Du coup, parfois on réussit, parfois on se plante. Donc, c'est pas mutuellement exclusif. J'ai tendance à préférer cette solution-là. On espère qu'à terme, ça enlèvera la nécessité de faire ce genre de choses à la main. Comment Binary AST décide quel code est exécuté maintenant et plus tard? C'est juste les event listeners? Pour le moment, c'est toutes les fonctions internes à une fonction et qui n'ont pas l'air d'être exécutées immédiatement sont mises pour plus tard. Donc toutes les clôtures sont mises plus tard. C'est pas forcément juste. On en est pour l'instant à une étape relativement... on est tôt à cette analyse-là. BinAST, pour l'instant, te propose de ne pas le faire aussi. Si tu as envie d'être 100% certain que ton code fonctionne sans difficulté, tu commences par pas le faire, après tu vérifies si ça fonctionne avec BinAST. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas totalement décidable. Donc on ne peut pas demander à un algorithme d'être à 100% certain qu'il va réussir à trouver ça. Notre objectif à nous, ça serait que le développeur puisse mettre des annotations et que les add event listeners soient des trucs relativement automatiques. De compiler dans un navigateur WordPress, on ne compile pas une fois le JavaScript, on envoie que... Alors, déjà parce que c'est comme ça depuis oui, c'est ça, c'est historique, j'imagine. 26 ans, un truc comme ça, 24 ans. Ouais. Alors, bon, c'est pas forcément une bonne réponse, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Personnellement, j'ai tendance à utiliser plus de langage compilé que de langage dynamique. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients principaux, c'est que si tu emploies du code compilé, c'est plus difficile d'analyser les propriétés de sûreté et de sécurité de ce code. Alors, il y a des techniques qui existent. En pratique, on utilise des techniques un peu de ce genre-là là-dedans. Mais c'est des techniques, d'une part, qui n'ont jamais été utilisées dans l'industrie dans le monde, à ma connaissance. Donc, il faut les tester. D'autre part, elles sont compliquées. L'une des qualités de l'analyse dynamique, c'est que tu peux changer au fur et à mesure du temps les analyses que tu fais. Tout simplement parce qu'on se rend compte que, ah mais zut, ça c'était des conneries, donc maintenant on va utiliser ça aussi. Ou alors, on peut optimiser ça, alors qu'avant on ne pouvait pas l'optimiser. On se rend compte que les langages qui sont JIT compilés, genre Java, sont quand même vachement rapides. Bon, maintenant qu'il y a des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis dans les rendre plus rapides, mais ils sont quand même vachement rapides.
Donc il y a de nouveau il y a deux clochers là-dedans. Il y a le clocher plutôt compilé et le clocher plutôt dynamique. Là on a décidé de servir une communauté dynamique. Et les gens qui veulent faire plutôt du compilé vont aller plutôt du WASM. Et c'est bien qu'il y ait les deux choix. Alors, ce serveur de fonctionnalité AST, c'est quoi exactement? Alors, elle ne compile pas vers du bytecode. Elle prend le code sur JS, elle le transforme dans cette structure de données, donc l'AST. Elle lance les analyses statiques qui vont vérifier. Ah, mais ça, c'est ce type-là de eval. Ah, mais dans cette clôture, ce X-là, il vient de là. Des choses comme ça. Ce qui fait qu'il établit la liste des propriétés que le navigateur va devoir vérifier et il les réécrit le code de manière à ce que le navigateur puisse les vérifier d'un coup au lieu d'avoir à faire plein de phases d'analyse. Du coup, cette phase d'analyse devient instantanée globalement. Initialement, elle était relativement longue. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on l'écrit sous un truc qui se compresse bien. Et après, selon les versions, on compresse ou on laisse un autre outil compresser. À quel point c'est un goût d'étranglement l'exécution du geste d'un navigateur comparé notamment à la phase de téléchargement du code? Enfin, on gagne 75% de réduction, mais sur combien de temps on parle? Donc ça, c'est une test qui a été fait il y a 2 ans. Mais ça, c'est 1 méga de JavaScript. Facebook, c'est 6 mégas au démarrage, 42 mégas plus tard. LinkedIn, c'est dans les 15 mégas. Salesforce, c'était encore plus, à mon souvenir. CNN, c'était monstrueux. L'essentiel, c'était des pubs. Et donc, sur ton ordinateur, sur ton laptop rapide, c'est que dalle, c'est le téléchargement qui prend tout. Sur ton mobile bas de gamme, enfin relativement bas de gamme, on a pris 6 secondes. 6 secondes rien pour parser le premier méga. Facebook, on fait des tests sur la version mobile, si mes souvenirs sont bons. Alors, la version mobile, ils envoient vachement moins de code JavaScript, puisqu'ils envoient, j'ai pas regardé comment ça fait. Leur code mobile, juste parser, c'est 300 millisecondes sur le code qu'ils envoient au démarrage, qui est vachement plus petit que le code qu'ils envoient sur un laptop. Si ton changement prend 3 secondes, tout compris, pas juste le JavaScript, tu as déjà perdu la moitié de tes utilisateurs. Donc je n'ai pas les proportions exactes, j'ai quelque part un graphe qui avait les proportions exactes, et de mémoire, le parsing plus compilation JavaScript, ça devait être 40% du temps en moyenne sur les sites qui avaient regardé ce graphe. Ce qui est assez énorme. Par rapport à la concurrence, Oui. le choix de MinaST, c'est le choix de Firefox. Est-ce qu'il y a d'autres navigateurs qui sont en train de dessus, qui sont sur d'autres solutions? On travaille au corps Google pour essayer de les mettre. Pour l'instant, c'est pas fini, mais on va finir par y arriver. Google, jusqu'à il y a quelques mois, leur réponse était non, mais vous inquiétez pas, on a une solution miracle. Donc ça y est, on a vu leur solution miracle. Elle marche, mais vachement moins bien que ça. Donc c'est une amélioration, mais globalement, leur amélioration les amène au